Bien, bonsoir vraiment à tous et encore bienvenue dans notre webinaire du soir avec Predi Life. Merci beaucoup d'être avec nous encore une fois. Et ce soir, j'ai le plaisir, alors on est dans un exercice de présentation d'une entreprise et j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Ragusa qui est le PDG de Predi Life. Bonsoir Stéphane, bonsoir à vous. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Donc, Predi Life, si vous ne la connaissez pas, c'est une société qui est orientée sur la médecine prédictive. C'est un domaine en pleine expansion, on le sait, puisque on pense notamment à une société comme 23andMe, dont la valorisation boursière est de 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars, c'est quand même pas mal. Et si on parle de la France, il y a eu un sondage dans le passé qui a été fait par Deloitte. C'est une étude de Deloitte. Elle date de 2016. En 2016, selon le baromètre Deloitte, 79% des Français étaient favorables à la médecine prédictive. C'est impressionnant, 79% favorables à la médecine prédictive. Les chiffres sont impressionnants. Il y a parfois des sondages qui s'écartent un peu de la réalité, mais ce qu'on peut constater, c'est que le courant est là, il y a quelque chose, il y a un mouvement de fond et de plus en plus de personnes ont envie de savoir. Les personnes sont en bonne santé, elles ont envie de savoir si ça va bien se passer dans l'avenir pour elles. Quelques mots sur Predi Life. L'entreprise a été créée en 2004. Elle est cotée sur Euronext Gros depuis 2018 et elle commercialise déjà un test de prédiction dans le cancer du sein qui s'appelle MammoRisk. C'est la marque MammoRisk et elle étend désormais ses prédictions à d'autres maladies graves. On pense du cancer du sein, évidemment, c'est MammoRisk. On a le cancer de la prostate, le cancer colorectal, les poumons, le mélanome et aussi les maladies cardiovasculaires et métaboliques. Voilà un peu pour l'ensemble du périmètre de l'entreprise. Et tout de suite, donc ce n'est pas à me parler, mais Stéphane va nous présenter, va nous parler de la genèse, Stéphane, de Predi Life, parce que en 2004, vous ne deviez pas être très très nombreux à vous lancer dans cette aventure de la prédiction. À vous la parole. Oui, alors on est parti effectivement un petit peu avant la vague. Il se trouve que moi, je m'étais intéressé à mes risques de maladie à moi. J'avais la trentaine, j'étais en bonne santé et il se trouve qu'à l'époque, j'avais un petit peu grossi et je m'étais intéressé au régime et j'avais découvert que la nutrition avait un impact fort sur les risques de maladie. On voyait des chiffres comme un déficit de vitamine E augmente le risque d'infarctus de 40% ou tel autre nutriments avec des impacts de 20, 30, 40% sur les risques. Je me suis dit, tiens, je vais regarder un petit peu quels sont mes risques de maladie à moi, et puis modifier mon régime alimentaire. Ça vaut la peine d'y consacrer quelques minutes à 30 ans, et puis je serais peut-être content d'avoir fait à 50 ou 60. J'ai regardé sur Internet s'il n'y avait pas une petite application, un site, c'était aussi les débuts de l'Internet quelque part, et j'ai regardé si je ne pouvais pas trouver un site où j'allais renseigner mon mode de vie, mon régime alimentaire, et puis voir mes risques à terme, et puis jouer sur des petits curseurs pour dire, tiens, je vais baisser mes risques en mangeant une orange de plus. J'ai rien trouvé. Bon, donc j'étais très étonné de rien trouver. Ça me paraissait quand même une demande assez simple que pouvaient avoir des millions de personnes. Je n'ai pas trouvé. Et il se trouve qu'à l'époque, on m'avait proposé de travailler sur des bases de données de l'INSERM. À l'époque, j'étais maître de conférence à l'université, à ce qui est devenu Paris-Sorbonne, et j'avais accès à des bases de données académiques où on suivait des milliers de personnes, de femmes en l'occurrence, avec l'alimentation et les événements de santé qu'elles avaient développés. Et en réfléchissant un peu à pourquoi ça n'existait pas, je me suis dit, mais pour faire ça, il faut avoir des bases de données comme ça, effectivement, où on a l'historique de la personne, quel est son mode de vie et son devenir, quelques années plus tard. Et des bases de données comme ça, il y en a très peu. Et je me suis dit, mais tiens, ça n'existe pas, et j'ai accès à des bases de données, je connais les mathématiques pour faire de la prédiction, j'avais travaillé dans la finance avant, je me suis dit, mais je vais le faire. Voilà, l'idée m'est venue comme ça, un jour, je me rappelle, au mois de juin, à la nature, j'ai su tout de suite que j'allais consacrer ma carrière professionnelle à ça, en fait. Voilà. Donc c'est venu d'une demande personnelle et qui est probablement assez large. Du coup, c'est par nature, on est dans un business, je dirais, grand public. Parfait. Alors, vous êtes lancé dès le départ, c'était le test prédictif MammoRisk, c'est le test pour le cancer du sein. On va parler de marché parce que on est sur les marchés, que ce soit pour MammoRisk ou pour les autres cancers qui sont considérables. Et dans ces marchés-là, qu'est-ce que ça représente, les tests prédictifs? Alors aujourd'hui,
les tests prédictifs, ils sont connus pour les femmes à très très haut risque. C'est Angelina Jolie a popularisé un petit peu ça. Elle avait une mère, une grand-mère et une tante qui avaient un cancer du sein. Donc, dans ces cas-là, on regarde s'il y a une mutation particulière d'un gène, qui s'appelle BRCA, qui est présente et qui peut expliquer cette hérédité. Donc, cette médecine prédictive, chez les très hauts risques, elle existe déjà depuis 20 ans. Les très hauts risques, c'est moins d'1% des femmes. Angelina Jolie est emblématique. Chez les 99% restants, donc chez Madame Tout-le-Monde, il n'y a rien. Donc, si Madame Dupont est à risque, on ne le sait pas. Son médecin ne le sait pas. Voilà. Donc, quand la maladie se déclare, on ne savait pas qu'elle était à risque. Donc, voilà. Donc, c'est les débuts de la médecine prédictive. Au plan, je dirais, scientifique, académique, c'est un domaine qui est aujourd'hui bien balisé. On comprend ce qu'on fait, on prédit des risques, il y a des protocoles en fonction du niveau de risque. On sait qu'il faut faire des IRM quand on est très en haut du risque, en dessous, mammographie puis échographie tous les ans, tous les 2 ans, puis après, finalement, en dessous, rien, donc les protocoles existent, mais ce qui reste à développer, c'est la diffusion auprès du grand public. Donc les marchés, parce que c'était la question, les marchés, c'est tout le monde. Donc on est sur des marchés de masse. Et un jour, nous peut-être, ou d'autres, mais un jour, tout le monde fera ces tests. La plupart des gens les feront, on n'obligera pas. On respectera ceux qui ne veulent pas faire les tests, ceux qui ne veulent pas savoir, ceux qui ne veulent pas que leur médecin sache, parce qu'on n'obligera jamais les gens à savoir. Mais voilà, on est sur des marchés de masse, et c'est vraiment la particularité de la société par rapport à d'autres sociétés biotech. En général, on s'occupe de malades, on a un médicament, un traitement pour soigner les malades. Nous, on est sur du grand public. Donc la taille des marchés n'a rien à voir. Voilà, il faut l'avoir en tête. Comment ça fonctionne? Donc, comment ça marche? Qu'est-ce qu'on fait? Que fait une femme ou un homme une femme pour Mamoride, un homme pour d'autres cancers de la prostate et autres? Comment est-ce qu'il pratique? Comment est-ce qu'il vous approche? Et comment ça se déroule tout le process de détection? Alors aujourd'hui, c'est le médecin qui propose cette prédiction à une femme. S'il en rencontre une dans sa patientèle qui peut effectivement avoir des risques de cancer du sein potentiels ou qui s'inquiète, qui veut savoir parce qu'elle a vu une affiche dans la salle d'attente, le médecin lui propose le test. Donc c'est vendu en gros 200 €. Aujourd'hui, ça n'est pas remboursé par la Sécu, c'est remboursé en partie par les mutuelles dans le cadre des forfaits prévention. Donc le reste à charge pour la patiente, il est de l'ordre de 100 €, peut-être un petit peu plus, mais voilà, c'est l'ordre de grandeur. Le médecin propose à la patiente de prélever la salive avec un kit. Voilà, je le montre. Là, il y a un coton-tige. On le glisse dans la joue. C'est tout à fait indolore. C'est envoyé dans un laboratoire, aujourd'hui à l'Institut Curie, à Paris. Et un mois plus tard, les résultats sont envoyés au médecin. Donc la patiente revient, ou elle a une deuxième consultation en visio, et on intègre les résultats du test génétique avec quelques autres questions. Âge, antécédents familiaux, voilà. Il y a un modèle de risque dont on est propriétaire, qui a été élaboré sur de grandes bases de données, et une probabilité de risque de cancer du sein est donnée par le logiciel au médecin. 3% de risque à 5 ans, par exemple. Et en fonction de cette probabilité, il y a un protocole qui est proposé au médecin. IRM, donc mammographie, échographie, voilà. Et le médecin dit à la patiente, écoutez, vous, vu votre risque, soit il peut donner le risque si la patiente a envie de le connaître, mais ce n'est pas l'intérêt. Vu votre risque, moi je vous conseille de faire tel et tel examen à telle fréquence. Voilà. Et les patients sont contentes. Elles sont rassurées. Quand elles sont à bas risque, évidemment, elles sont contentes d'être à bas risque. Quand elles sont à haut risque, elles sont aussi rassurées parce qu'elles sont rassurées qu'on les découvert tôt et la prise en charge va pouvoir être adaptée plutôt que d'être dans un flou qui peut être un petit peu anxiogène. Très bien. Comment ça se passe? Quelle est votre stratégie de déploiement sur les marchés? J'ai vu récemment, vous aviez passé des accords pour vous diriger de l'autre côté de la Méditerranée, pour étendre votre territoire. Comment est-ce que vous faites pour augmenter votre prise de part sur les différents marchés? Alors aujourd'hui, on démarche les médecins. On a signé avec la plupart des cliniques haut de gamme de la région parisienne, l'hôpital américain, l'Institut du sein, l'Institut français du sein, on discute avec la clinique Hartmann. En fait, voilà, tout ça, ce sont des lieux emblématiques que connaissent les femmes, je dirais, parisiennes.
On signe aussi avec des cliniques en province, à Toulouse, à Lyon, donc on démarche les médecins. Pareil en Italie, on a un centre qui marche bien à Milan, et on fait la même chose à Bruxelles, à Berlin, où on a embauché une radiologue, à Londres. C'est un marché mondial. Le cancer du sein touche tout le monde, plus les occidentales que les autres pays, mais voilà, c'est une maladie qui concerne toute la population, toute la planète, et avec l'occidentalisation des modes de vie, comme on dit, eh bien, finalement, les incidences augmentent partout. Donc aujourd'hui, on s'adresse aux patientes qui sont à côté de nous, dans les pays limitrophes. L'opportunité au Moyen-Orient est venue de la Suisse, parce qu'il y a beaucoup de personnes au Moyen-Orient qui viennent se faire soigner à Genève ou dans les environs. Et finalement, c'est notre commercial de Suisse qui a rencontré des distributeurs du Moyen-Orient qui ont proposé de s'installer voilà, à Dubaï et dans d'autres lieux. Très bien. Alors, on évoquera votre parcours financier après, mais on va peut-être tout de suite basculer sur l'extension de votre marché. Vous êtes parti du cancer du sein et comme je le disais tout à l'heure, vous augmentez sur les multipathologies, cancer, on parlait du cancer de la prostate, mais aussi des maladies cardiovasculaires et du diabète. Mais dites-nous le processus et la réflexion que vous avez à propos de cette extension. Oui, alors une fois que l'on a prélevé un échantillon de salive avec un kit comme celui-ci, regarder les gènes pour une maladie ou pour 10 maladies, c'est un coût qui est similaire. Aujourd'hui, ça coûte à peu près 100 € pour faire une maladie, mais pour les principaux cancers, ça va coûter un petit peu plus, mais pas beaucoup plus cher. Donc ça vaut la peine de proposer une offre généraliste. Et puis évidemment, on touche aussi les hommes, ce qui peut être intéressant pour les... évidemment, c'est intéressant en soi, mais c'est intéressant aussi pour les mutuelles, qui ne vous assurent de manière générale, pour qui c'est compliqué de cibler seulement une moitié de la population. C'est plus simple d'avoir une offre pour tout le monde. Pour tout le monde d'un certain âge, donc au-delà de 40 ans, mais pour tout le monde. Voilà, donc on est en train de déposer les dossiers réglementaires, c'est du dispositif médical. Aujourd'hui, voilà, on dépose des dossiers pour les principales pathologies. Donc on a déposé pour le cancer du poumon, du côlon, de la prostate, du sein. Donc c'est les 4 premiers cancers qui constituent la moitié des décès par cancer aujourd'hui. Donc on a les principaux. Et on va continuer à déposer les dossiers pour les autres, je dirais, petits cancers en termes de nombre. Mélanome, pancréas, on va continuer. On a aussi déposé le dossier pour la cardiologie. Donc on a vraiment une offre, je dirais, complète pour les personnes au-delà de 40 ans et en dessous de 70 ans. Au-delà de 70 ans, peut-être qu'il faudra intégrer l'Alzheimer, mais comme c'est une maladie que l'on ne peut pas prévenir, ben ça ne sert pas à grand-chose de faire de la réduction de risque. Pour toutes les autres pathologies, tous les principaux cancers, la cardiologie, à chaque fois, il y a une thérapeutique préventive efficace qui permet soit de baisser le risque, c'est la prévention dite primaire, soit si on ne baisse pas le risque, de dépister la maladie plus tôt, ce qui change radicalement la survie, la prévention secondaire. Voilà, donc en résumé, on s'élargit à toutes les principales pathologies chez le Français moyen, d'âge au-delà de 40 ans et voilà, en dessous de 70. Enfin, quel est l'état, justement, on parle de la patientèle, mais quel est l'état de la compétition aujourd'hui, si on reste dans les territoires français et à l'international? Comment ça se passe? Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à d'éventuels compétiteurs? Alors, la compétition que vous avez évoquée au début, c'est la plus connue, c'est 23andMe. 23andMe, ils vendent des tests génétiques direct to consumer, comme on dit, aux États-Unis. Ils n'ont pas le droit de les vendre en Europe. Alors peut-être que certains ont fait des tests avec 23andMe en envoyant des échantillons de salive aux États-Unis. Aujourd'hui, si vous le faites, vous n'aurez pas vos risques pour les principaux cancers. Vous aurez les risques de maladies génétiques et vous aurez une carte de vos ascendants qui vous dit voilà, si vous êtes avec un European Ancestry et avec des sous-parties précisant la géographie, à peu près les pays. Bon, mais vous ne pouvez pas avoir vos risques de cancer du sein, de la prostate, du côlon avec 23andMe. La FDA a interdit la délivrance de ces risques pour les maladies qui sont trop difficiles à prédire avec la génétique seule. Donc, vous pouvez avoir vos risques de d'hémochromatose, de mucoviscidose, des choses comme ça. D'Alzheimer aussi, c'est une maladie très génétique, mais pas pour les principaux cancers. Donc, voilà. Donc, cette compétition de 23andMe, elle existe. Ils ont vendu presque 10 millions de tests.
Ils s'introduisent en bourse à New York ce trimestre, là, au printemps, sur une valorisation de 3 milliards. Voilà, ils font quelque chose qui est très proche, mais ils ne font pas ce que l'on fait, et qui est le cœur de l'intérêt pour le grand public. Prédire mes risques d'hémochromatose, moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux plutôt qu'on prédise nos risques de cancer de la prostate, du côlon, du poumon. Voilà. Donc, Ouais. Allez-y. donc ça, c'est la concurrence la plus connue, voilà, qui a pignon sur rue dans le domaine des tests génétiques. Mais ils ne font pas exactement ce que l'on fait, ce qui est le plus intéressant. En Europe, ce qui existe, c'est la prédiction de risque pour des malades. La prédiction de risque de récidive. À partir d'un test génétique, on regarde ce qu'il y a dans la tumeur et on regarde si elle est amenée à récidiver. Donc on est sur des malades. Pour des gens sains, aujourd'hui, il n'y a pratiquement rien. Il n'y a rien. Voilà. Donc nous, on est très proche des centres de pointe. Je vous dis par exemple, l'hôpital américain, qui a été notre premier client, font des check-up santé pour les dirigeants de beaucoup de sociétés du CAC 40, donc ils sont tout à fait à la pointe de la science, de la médecine. Ils vendent leur check-up à peu près 2000 euros. Bon, ils ont pris notre solution. On est vraiment à la pointe. Je crois qu'en Europe, on peut dire aujourd'hui qu'on est les premiers entrants. On a commencé par le cancer du sein. C'est un peu fortuit parce qu'on avait accès à ces bases de données. Mais il faut savoir qu'en matière génétique, le cancer du sein, c'est la pathologie phare. Il y a une hérédité dans des familles voilà, qui sont sujettes au cancer du sein. Il y a aussi des consultations d'oncogénétique, comme on dit, pour le cancer du côlon, mais vous n'avez pas l'équivalent pour le cancer de la prostate ou le cancer du poumon. Donc il y a 2/3 des consultations dites d'oncogénétique aujourd'hui pour les familles à haut risque qui relèvent du cancer du sein. Et après, la seconde maladie, c'est le côlon. Donc tout ça pour dire que celui qui est en pointe dans le cancer du sein, dans la génétique, tient un petit peu le domaine. Et donc c'est ce que nous faisons. Nous avons vraiment un actif clé en matière de cancer du sein, avec le modèle de référence qui est utilisé en Europe dans l'étude clinique de référence financée par l'Union européenne sur pratiquement 100 000 femmes. Donc nous, voilà, on a une position clé dans le cancer du sein et on va s'étendre aux autres pathologies dans un cadre réglementaire qui est permis en Europe et aux États-Unis, qui associe un médecin et avec des agréments qui sont possibles dès lors que la prédiction est de bonne qualité et qu'elle intègre des facteurs génétiques, ce que fait 23andMe, et non génétiques, ce que nous faisons et que personne ne fait. Aujourd'hui, si vous allez sur Internet, vous allez voir que vous avez la prédiction de risque avec uniquement de la génétique, genre 23andMe, mais vous n'avez pas les principales maladies qui doivent associer la génétique et le non génétique. Ça n'a pas de sens de prédire un risque de cancer du poumon si vous avez que la génétique. C'est assez évident, mais c'est pareil pour le sein. Et donc, on est les seuls à combiner les deux volets, la partie génétique et environnementale, l'inné et l'acquis, comme on dit en termes populaires. Et je crois qu'on est vraiment à la pointe mondiale et chacun peut le vérifier sur Internet. Très bien. Alors, il est 19h20. On va poser une dernière question avant de passer la parole à la salle. Il y a déjà des petites questions qui se posent, mais on ne peut pas terminer cette première partie sans parler du parcours financier de la société depuis l'origine et puis des opérations que vous êtes en train de mener aujourd'hui. Mais racontez-nous un peu ce parcours. Alors, parcours financier, la société a été créée en 2004. Au début, elle a été financée avec des contrats de recherche. Donc, elle a été bénéficiaire pendant 5 ans. Avec des contrats de recherche avec des labos américains, genre Lilly ou européens. On faisait de la prédiction de risque sur quelques maladies. Ensuite, on est parti sur un modèle grand public, celui que l'on voit aujourd'hui émerger. On a eu des business angels plus ou moins fortunés. 2 ont mis 3 millions d'euros, donc ça fait 6. Voilà, donc ça nous a permis de nous financer finalement assez largement jusqu'en 2018. On s'est introduit en bourse fin 2018. À un moment qui n'était pas idéal, mais on le savait, bon, les marchés avaient chuté, donc on a eu assez peu d'actionnaires à ce moment-là. On s'est introduit au mois de décembre, on a eu 500 actionnaires. On a refait des placements privés ensuite en 2019, souscrits essentiellement par les administrateurs. Moi, à titre personnel, je le dis quand même, j'ai mis plus d'1 million dans la société, c'est des données publiques, et une partie de cet argent a été emprunté en cautionnant avec une garantie hypothécaire, je le dis aux actionnaires. Voilà, j'ai quand même bien réfléchi. Je me suis demandé si vraiment je croyais à ce projet. Eh bien oui, j'y crois, et je pense aussi que c'est une responsabilité médicale que de poursuivre, de le soutenir. Donc les administrateurs, voilà, moi et d'autres, ont mis de l'argent en 2019, 2020, et on a refait une offre publique, une demande de capital,
en décembre 2018, qui a permis d'élargir notre actionnariat. On a eu 2000 actionnaires qui ont souscrit. Je les remercie de leur confiance. Et donc là, on propose une émission d'obligations convertibles parce qu'on a besoin d'accélérer. Là, c'est le moment, notre offre est prête, il faut y aller. Et on a un schéma qui, à mon avis, est assez intéressant pour les souscripteurs, avec une manière de capter finalement une majorité du rendement de l'action, avec quand même un risque assez faible en cas de... S'il y avait une baisse du cours de l'action, avec un schéma d'obligation. Nous, on ne pense pas du tout qu'il y aura une baisse du cours de l'action. À 3 ans, on est dans un domaine qui explose. Donc voilà, on est assez tranquille sur les perspectives de la société à moyen terme. Il peut toujours y avoir un petit peu de ressac à très court terme. Mais enfin, voilà, on pense que c'est un bon schéma. Et pour nous, ça revient à faire une augmentation de capital sur 10 euros l'action. Et donc pour les souscripteurs, c'est intéressant aussi. Voilà, je crois que c'est un bon deal pour tout le monde. C'est le momentum, comme on dit. Et donc, oui. les premières questions arrivent. Alors, il y en a deux qui se rejoignent. Bernard Seguin nous demande et vous demande s'il ne serait pas plus efficace et intéressant de s'adresser directement au grand public. Vous allez nous expliquer la stratégie de ce côté-là, but de ce côté-là. Et Edith Howard parle des médecins généralistes qui peut-être n'ont pas encore... ne pousse pas encore suffisamment le produit et comment faut-il faire pour qu'il pousse le produit davantage qu'il le pousse aujourd'hui. Donc voilà, tout le grand public, médecin généraliste. Comment on fait pour les motiver? Oui, alors le grand public, on ne peut pas s'adresser directement au grand public. La vente direct to consumer aux États-Unis, donc elle est très réglementée, est limitée à quelques pathologies génétiques. En France, elle est carrément interdite. Et en Europe, de manière générale, sauf en Angleterre. Donc effectivement, on a quelqu'un à Londres qui va proposer ça directement au grand public, mais en Europe, de manière générale, c'est pas possible. Il faut passer par les médecins. Il y a différentes lois qui veulent pas justement que chacun fasse des tests génétiques comme ça de manière non encadrée. Et on peut comprendre. L'idée, c'est pas d'avoir une prédiction de risque. L'idée, c'est d'avoir un protocole de prévention. Quand on envoie un échantillon aux États-Unis, on reçoit son risque, mais après on se dit mais qu'est-ce que j'en fais? Et c'est pas dans les résultats. Donc il faut vraiment qu'il y ait un médecin qui dise bah, écoutez, pour vous, faites telle mammographie, vous faites une échographie, un test PSA, voilà, il faut qu'il y ait un médecin dans la boucle. On comprend assez le régulateur. Donc il faut qu'on associe le médecin. Alors, le médecin généraliste, effectivement, il pourrait proposer ça un jour, il le fera un jour, mais à court terme, on s'adresse à des centres haut de gamme, voilà, qui sont des early adopteurs. À long terme, effectivement, ce sera le généraliste qui proposera ça avec un remboursement par la Sécu. Moi, je vois ça très franchement, pas avant 7 ou 8 ans. Entre les deux, le relais de croissance naturelle, c'est les mutuelles. Voilà, qui vont pouvoir proposer ça de manière assez large, avec un remboursement, pas exactement au grand public, directement, mais en disant, nous, on rembourse ces tests auprès des médecins qui voudront le faire, auprès des cliniques, et on propose même de le faire à telle entreprise qui est dans notre contrat groupe, ou à nos salariés, ou à voilà, telle sous-partie. Voilà, donc je dirais des centres haut de gamme entre les deux, des mutuelles et après les généralistes et la sécurité. Parfait. Alors on a une question technique, je ne sais pas si vous la voyez, elle est à droite de l'écran, c'est pour le BRCA1, la présence du gène indique un risque de cancer de 98%. Le patient peut donc faire une mastectomie pour les mutations où le risque est plus bas, où il n'y a pas d'action préventive. N'y a-t-il pas un risque d'impact très psychologique très négatif? Voilà la question. L'impact psychologique en fonction de... Oui, l'impact psychologique. Alors nous, on a développé ça avec Gustave Roussy. La première question qu'on a voulu traiter, c'est l'impact psychologique, effectivement, pour les femmes et pour les hommes. Et on a eu des surprises. On a fait une petite étude avec des protocoles, des sociologues, voilà, de manière très bien faite dans un cadre hospitalier, pour voir effectivement s'il y avait une anxiété générée, quel que soit le niveau de risque, auprès des femmes. Donc il y a eu des échelles d'anxiété qui ont été remplis par les patientes au bout d'une journée, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois. Et on a été très surpris par les résultats. C'est-à-dire que l'anxiété générale a diminué. Que les gens qui sont à bas risque, effectivement, ils sont rassurés. Et ceux qui sont à haut risque, mais souvent, il y a des raisons pour lesquelles ils sont à haut risque. C'est que la mère a fait un cancer du sein, il y a une inhomogénéité dans le sein qui a été repérée par le radiologue. Il y a quelque chose de suspect. Les patients le savent, le sentent. Et là, hop, on objective ce risque et il y a un protocole qui permet de prendre en charge la patiente. Quelqu'un, effectivement, évoque
les tests BRCA, des risques de 90%. Il faut savoir que pour les femmes qui ont 90% de risque, ou 100%, c'est pareil, faire des IRM tous les 6 mois, c'est très efficace. Les femmes font un cancer du sein, mais à l'IRM, on le trouve quand il est tout petit. On l'enlève, la patiente repart chez elle le soir. Le cancer a disparu. Voilà. Donc, si elles sont prises en charge, si elles sont détectées tôt, ces patientes ne développent pas de métastases et a fortiori n'en meurent pas. Voilà. Donc, quel que soit le niveau de risque, un protocole de prévention est possible et très efficace. Parfait. Alors, on a une question sur le prix des tests. Quelle est l'offre commercialisée actuellement? On a Mamoris, on en a parlé tout à l'heure. En dehors du cancer du sein, quels sont les prix des tests pour les cancers des hommes? On a parlé du prix de 200 euros, c'était sur Mamoris, mais peut-être que vous pouvez nous cerner un peu l'ensemble. Oui, donc le test cancer du sein, on le vend aujourd'hui 200 euros, on a à peu près 100 euros de coût, on va baisser les prix. 23andMe, par exemple, ils vendent ça 150 euros. Je pense que à large échelle, le bon prix, c'est ça, 150 euros. Voilà, donc nous, à terme, je pense qu'on vendra ça à peu près 150 euros dès que nous aurons des volumes. Alors aujourd'hui, si on vend un bilan prédictif, il y a le test, il y a le médecin, c'est le début, donc c'est un peu plus cher. Mais à terme, je crois qu'il faut viser ça. Et donc, voilà, le prix des machines le permet. Voilà, et la concurrence montre aussi voilà, qu'on peut vendre ces tests ce prix. Quid du cancer du pancréas? C'est vrai qu'on n'a pas cité le cancer du pancréas. Alors, le cancer du pancréas, c'est un cancer qui est assez génétique. Quand il survient, effectivement, il est assez imprévisible. Parce que les facteurs de risque environnementaux du cancer du pancréas, c'est le tabac et puis, je crois, le diabète. Mais bon, il n'y a pas de facteur de risque très connu. Donc finalement, si on ne sait pas ce qu'il y a dans les gènes de la personne, eh ben, on ne sait pas qu'il y a un risque de cancer du pancréas. Donc, développer une offre seulement cancer du pancréas, ça n'aura pas d'intérêt, ça n'aura pas de sens. Mais dès lors qu'on a une offre toutes les maladies, on aura le pancréas aussi. Voilà, donc on est en train on va déposer le dossier pour le cancer du pancréas ce mois-ci. On a quelques questions qui sont en train de se préparer en attendant qu'elles soient formalisées sur l'écran. Il y a une question qui est celle de l'acceptabilité culturelle et genrée. Donc, selon les genres, on a des comportements différents vis-à-vis de la prédiction. Et selon les cultures aussi et les différents pays, on a des acceptabilités différentes. Vous pouvez nous évoquer ce paysage-là? Oui, alors la réglementation est assez retranscrit la culture d'un pays. Aujourd'hui, nous, le pays que l'on constate être le plus libéral, c'est l'Angleterre. Le pays le plus restrictif, c'est l'Allemagne. Bon, pourquoi? Il y a une histoire que chacun connaît. En Allemagne, les tests génétiques, depuis la Seconde Guerre mondiale, sont extrêmement régulés. Faire de la discrimination en fonction de l'origine génétique, ça passe très mal en Allemagne. Ça passe mal aussi en France, ça passe très bien en Angleterre. Les Anglais n'ont rien à se reprocher de par leur attitude lors de la Seconde Guerre mondiale, et les Américains réglementent ça un petit peu. Donc voilà, la norme dans le monde, c'est que dès lors qu'un médecin prescrit, voilà, il n'y a pas de problème, tout est permis. En Allemagne, il faut que ce soit un médecin avec des qualifications particulières, et en Angleterre, il n'y a pas de médecin. Très bien. Alors, quid de la protection des données? C'est une donnée fondamentale, hein, la protection des données dans ce domaine de la génétique. Comment vous organisez cette sécurisation? Alors, nous, on n'a pas accès aux données génétiques. Hein. Aujourd'hui, quand un échantillon de salive est envoyé à l'Institut Curie, il y a un score génétique qui est établi. Donc, parmi l'ensemble des données génétiques, on extrait juste un chiffre qui a un risque génétique qui est autour de 1. Donc, par exemple, l'Institut Curie va donner un risque 1,8. Ce 1,8, avec lequel on ne peut pas identifier l'individu, ce 1,8 arrive directement chez le médecin, comme un résultat de cholestérol. Donc, voilà, en notre sens, il n'y a pas plus de problèmes, sauf à pirater les données de l'Institut Curie. Et même, là-bas, ils ont un numéro de tube. Hein. Donc, voilà. Oui, c'est compliqué de violer ce type de données. Donc, Christian Lozic pose la question suivante. Comment s'intègrent les tests en cardio avec les analyses classiques sur la glycémie, les analyses sanguines en règle générale? Oui, alors en cardiologie, pour prédire le risque d'infarctus, on a le cholestérol, la tension et un petit peu la génétique. Donc dans la génétique, vous avez en gros les gènes du cholestérol. Donc quand on a déjà les facteurs classiques, tension, cholestérol, diabète, hypertrophie ventriculaire, on a déjà capté une bonne partie de l'information, en gros la moitié. Donc la génétique apporte un petit peu plus,
en cardiologie, mais pas beaucoup plus, parce qu'on a déjà capté beaucoup d'informations. En matière de cancer du pancréas, la génétique apporte beaucoup, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Voilà. Donc, au global, pour toutes les maladies, quand on combine la génétique et le non génétique, l'inné et l'acquis, on a une bonne prédiction. Mais si on prend que la génétique ou que l'environnement, ça dépend des maladies. Voilà. Pour le poumon, si vous avez que l'environnement, déjà c'est très bien. Et la génétique n'apporte pas grand-chose. Pour le sein, si vous avez que l'environnement, si vous avez que l'hérédité de la patiente, mais que vous n'avez pas la génétique, ça marche moins bien. Voilà. On a une gradation, on a un pourcentage. Donc les maladies les plus génétiques, en gros, c'est l'Alzheimer. La moins génétique, c'est le cancer du poumon. Très bien. On est sur de la géographie. C'est vrai qu'on n'a pas abordé trop la géographie tout à l'heure sur votre stratégie d'expansion à l'international. Et Boris Gonçalves en parle, lui, nous demande et le développement de l'offre en Asie. Alors, faites-nous un paysage un peu de comment vous allez procéder. Oui, alors on a beaucoup à faire en Europe déjà, hein. Donc effectivement, on a fait des communiqués de presse sur le Moyen-Orient, parce que c'est juste à côté, je dirais, c'est dans la dépendance de la Suisse, au moins au plan médical. L'Asie, c'est un vaste monde. Alors, il y a des questions de différences ethniques quand même. Les scores sont faits sur des populations, comme on dit, avec European Ancestry. Donc, en France, on peut adresser ces scores à tout le monde. La législation ne distingue pas en fonction de l'origine ethnique, mais en fonction de la nationalité. Mais en Asie, pour aller vraiment faire des choses en Asie, il faudrait qu'on accède à des bases de données avec des Asiatiques qui n'existent pratiquement pas. Parce que les bases de données des cohortes prospectives sur lesquelles on travaille nécessitent de suivre des gens pendant 10 ou 20 ans. Et les Asiatiques, finalement, sont nouveaux dans ce paysage. Donc on commence par l'Europe. On fait des choses un petit peu aux États-Unis, qui est le pays central en matière de santé. Voilà, je dirais à court terme, c'est déjà pas mal. Parfait. Comment pouvez-vous développer si les tests sont payants? Alors ça, c'est une bonne question, mais ils sont abordables, ces tests à 200 €. Ça reste du domaine de la fourchette du marché. On en a parlé tout à l'heure avec 23,5. On vend ces tests effectivement à ce prix, et moi je pense que les mutuelles vont les rembourser assez vite. On est en discussion avec la plupart des mutuelles là. Donc les circuits de décision sont assez complexes. Il faut que la partie médicale se prononce, que la partie réglementaire se prononce. Installer une nouvelle garantie, ça ne se fait en pratique qu'au 1er janvier. Donc voilà, il y a une certaine lourdeur. Mais je pense que les mutuelles vont rembourser, et elles remboursent déjà, encore une fois, hein, au titre des forfaits prévention. Elle rembourse déjà, donc le reste à charge quand même est assez réduit aujourd'hui. Enfin, question de Renan Pérignon, qui est un peu longue, mais il pense à la manière dont vous pouvez convaincre les médecins. Comment est-ce qu'on peut pratiquer pour convaincre les médecins de prescrire votre test? Comment est-ce qu'ils peuvent y venir? Quel est leur intérêt à le faire? Alors, les médecins, ils sont assez convaincus que c'est intéressant. Ils ont des problèmes tout bêtes de facturation, de temps passé. Discuter prévention avec un patient, c'est plus long que traiter un rhume, une pathologie définie. Donc, si la consultation dure le double, il faut qu'ils puissent tarifer le double. Aujourd'hui, c'est pas possible. Les médecins sont majoritairement en secteur 1, ils ne peuvent pas tarifer deux consultations pour une. Donc, il y a un frein là qui est administratif. Ils ne peuvent pas faire de marge sur la vente du test. C'est aussi interdit. Donc, il y a des pays qui sont plus libéraux. Mais en France, on est assez contraint par ça. Donc, voilà. Donc, les médecins sont assez favorables, hein, mais ils disent, écoutez, moi, il faut me régler mon problème financier quand même. Très bien. Une question qui revient souvent, hein, c'est sur votre positionnement par rapport aux grosses sociétés de médecine prédictive comme Burning Rock Biotech ou Waters Corporation. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces sujets-là en 2 mots? Alors, les sociétés de médecine prédictive qui existent aujourd'hui, moi j'ai évoqué 23andMe, mais elles sont toutes soumises à la même législation. Hein. Donc, elles ne peuvent pas faire de la médecine prédictive sur les grandes maladies. Elles ne font de la médecine prédictive que sur les maladies qu'elles ont le droit de prédire, qui sont les maladies très génétiques. Il suffit d'aller sur le site de ces sociétés. Hein. Vous allez voir, si vous avez le droit d'y accéder d'Europe,
parce qu'il y a des sites qui ne permettent pas de le faire. Et on ne peut pas commander, par exemple, on ne peut pas commander sur 23andMe d'Europe. Mais vous allez voir que la prédiction pour toutes les grandes maladies n'est pas possible. Et donc finalement, c'est des résultats de tests assez décevants. Ils le mettent sur leur site. Ils disent, en règle générale, on va trouver que vous n'avez pas de risque particulier. Ben oui. On ne regarde pas les maladies fréquentes. C'est pour entendre qu'on n'a pas de risque d'hémochromatose, de mucoviscidose, c'est pas très utile. Et que pour dire que la prostate, désolé, on n'a pas eu le droit de vous donner les résultats. Voilà. Très bien. Alors, il y a une donnée importante dans toutes les biotech, c'est celle qui revient sans arrêt et en frontal, c'est la qualité des équipes et le dimensionnement des équipes pour porter l'entreprise, pour faire développer l'entreprise. Alors, on n'a pas parlé de vos équipes pour le moment, mais je suis sûr que vous avez des choses à nous dire sur la qualité et l'expertise de vos équipes. Oui, alors, qualité des équipes, écoutez, on a mis 4 photos sur notre site où il y a les quatre dirigeants. Ce que je peux dire quand même, sur la société a été créée en 2004, donc il y a 17 ans. Sur les 4, il y en a 3 qui sont là depuis au moins 12 ans. Voilà, donc ils sont quand même expérimentés, fidèles, investis. Nous avons embauché un quatrième, Pierre Verdet, il y a 1 an, qui a dirigé l'usine de General Electric, qui est à Buc, qui fait les mammographies. Donc les équipes, elles sont fidèles, on peut le dire, et elles sont toutes venues pour la qualité du projet médical. Il faut effectivement payer les gens, tout le monde effectivement qui veut faire l'ange fait la bête, il faut les gens doivent être rémunérés correctement. Mais tout le monde dans la société est d'abord là pour l'intérêt médical. On l'a mis sur notre site, c'est la médecine du futur, mais chacun peut le constater. Voilà, donc ce qui est frappant dans l'entreprise, c'est ça, c'est que les gens sont vraiment motivés par le projet médical. Parfait. Quel est finalement le prochain grand rendez-vous que vous nous donnez en 2021? Le lancement de ces bilans généralistes. Voilà. On va les lancer, je l'espère, avant l'été, en tout cas avant l'automne, en tout cas à l'automne au pire. Et voilà, donc j'espère que ça va partir. Et le deuxième rendez-vous, il serait éventuellement plutôt plus financier. C'est un contrat avec une mutuelle. J'espère qu'on aura un contrat avec une mutuelle cette année, qui serait vraiment un changement d'échelle. C'est-à-dire en démarchant les médecins comme ça, on peut avoir quelques centaines de tests, quelques milliers, mais si on signe avec une mutuelle, dès qu'on discute avec eux, ils nous disent, écoutez, moi j'ai 1 million d'assurés, donc je ne vais pas aller proposer ça à 1 million de personnes l'an prochain, mais le proposer à une partie, ceux qui viennent d'avoir 40 ans ou 50 ans, tel sous-groupe que je peux définir facilement, c'est intéressant. Et donc je pense que d'un coup, on peut avoir un changement d'échelle dans les chiffres. Très bien, et nous avons fait un grand tour. Il y a 2 petites questions qui sont posées en supplément, mais je pense que vous les aurez, vous répondrez directement. Vous aurez les mails des 2 personnes, de François Levé et Serge Carsanti, qui ont posé 2 questions complémentaires. Ça a été très intéressant. On a passé un très bon moment, une très bonne explication de ce qu'était le développement de PrediLife. Merci beaucoup Stéphane Ragusa pour cette intervention. On souhaite que les opérations que vous menez soient menées à bien et très positives pour vous, pour l'entreprise. Ça a été passionnant. On a déjà des témoignages de personnes qui nous remercient dans la salle. Merci encore. Passez une très très bonne soirée et à très bientôt pour l'information complémentaire. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.